production réduite de Concorde en fait-elle pour autant un échec? Non, car de ce programme franco-britannique va naître un succès inattendu, Airbus. Avec Concorde, tout était en place. Les gens reposaient leurs outils qui leur avaient permis de faire du Concorde et ils les ont repris pour faire des Airbus, ils étaient prêts. Concorde a vraiment ouvert la voie pour Airbus. Les Français et les Allemands se sont associés à 50-50. Ensuite, les Anglais les ont rejoints à hauteur de 20%, suivis par les Espagnols. Tous ensemble, ils ont formé le consortium Airbus. Leur rêve commun, c'était de construire un avion qui allait sortir du lot. Et c'est devenu l'A300. Premier avion d'Airbus, l'A300 constitue le début d'une réponse des Européens à l'hégémonie américaine. Prévu à l'origine pour 300 passagers, d'où son nom, sa capacité est finalement revue à 250 places. Mis en service en 1974, il s'est vendu à plus de 800 appareils. L'Airbus A300, c'est la prise de conscience en France et en Europe du fait qu'on avait raté le coche et qu'il fallait remonter la pente. Caravelle et Concorde avaient rendu à la France son prestige. Mais c'est Airbus qui va lui permettre de reconquérir sa place sur le plan commercial. Le succès de l'A300 met symboliquement un terme à une période de presque 30 ans où la France ne comptait plus parmi les nations influentes. Après le succès du premier des Airbus, les Européens entreprennent de regagner pas à pas leur marché régional. Leur premier objectif est très clair, contrer le Boeing 737, l'avion qui domine alors le ciel des moyens courriers. Tous les avions, y compris Concorde, étaient des avions classiques de la vieille génération avec des instruments mécaniques. C'est-à-dire qu'il y a des gros instruments, bam, bam, avec des grosses aiguilles. Et dans les années 70-80, on a vu apparaître des avions avec une électronique et une avionique moderne. On a remplacé les instruments électromécaniques par des petits écrans de télévision sur lesquels l'information est envoyée sous forme numérique et non plus analogique. Les Américains ont trouvé astucieux d'appeler ça le glass cockpit, un cockpit de verre en quelque sorte. C'est la France, avec Airbus, qui fait entrer l'informatique et la haute technologie dans les avions. Les compagnies aériennes veulent un appareil économique et moderne, capable de transporter 150 passagers. Ce sera l'A320. La vraie révolution, ça va être le 320, qui lui est complètement différent, même s'il a la même allure de l'extérieur, complètement différent. Il est piloté par un ordinateur, c'est tout à fait nouveau. L'A320, c'est le grand tournant technologique des 30 dernières années. Mis en service en 1988, c'est aujourd'hui le deuxième avion le plus vendu au monde, avec près de 10 000 appareils. Dans l'A320, les câbles ou les poulies qui reliaient physiquement le manche aux gouvernes ont disparu. Désormais, de simples fils électriques les remplacent. C'est le système fly-by-wire et le gain de poids est énorme. Dans la 320 et dans tous les avions qui ont suivi, au lieu d'avoir un manche dans les mains, je simule le manche dans les mains, et qu'on tourne comme ça et qu'on tire dessus, c'est un volant, un gros volant. Eh bien, on n'a plus ce gros volant, parce qu'on n'a plus d'effort à envoyer aux gouvernes. Donc, il suffit d'envoyer un signal électrique. Quand on veut monter, on appuie sur un petit manche, un mini-stick. On envoie un signal à la profondeur pour dire on veut monter, et l'avion monte. Finalement, c'était la lutte entre les Américains et les Européens. Et c'est là qu'Airbus va apporter une philosophie très différente, parce que on va créer des familles. On a créé la 320, mais on a créé la 319, la 318, la 321, qui ont des rayons d'action différents, qui ont des moteurs différents, qui ont des cabines différentes. Mais le cockpit et le mode de pilotage sont les mêmes. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de refaire des formations du pilote quand il change de machine. Ça veut dire que ça fait des économies très, très importantes. Et puis ensuite, les avions coûtent beaucoup moins cher, parce que les pièces sont communes. À partir de l'A320 et de ses déclinaisons, la France et l'Europe font désormais jeu égal avec les Américains sur les avions de moyenne capacité. Dans un contexte où le trafic aérien augmente de 5% par an,
où de nombreux aéroports sont déjà saturés, la France et ses alliés d'Airbus vont alors flairer une toute nouvelle tendance que les compagnies vont leur confirmer. Les compagnies aériennes, à l'époque, c'était au tout début des années 2000, nous ont dit « oui, c'est bien, mais si on pouvait emmener plus de monde d'un coup, ce serait quand même intéressant ». Donc ils ont fait faire des études pour savoir si, sur un avion donné, par exemple un Paris-Tokyo ou un Paris-San Francisco, un avion plus gros revenait plus ou moins cher qu'un avion moins gros. Emmener plus de monde en réduisant le coût par passager. C'est l'équation à résoudre pour se tailler une place sur le marché des gros porteurs, là où Boeing règne encore en maître. En 2007, le constructeur européen trouve la solution. Construire un monstre de plus de 500 tonnes bourré d'innovations et de matériaux composites. L'Airbus A380 est à ce jour le plus gros avion civil de transport de passagers au monde. Mais pour voler, l'A380 doit d'abord relever un défi d'ordre humain plus que technique. Les experts d'Airbus vont mettre 4 ans à répondre à cette question. Comment évacuer plus de 800 passagers en moins d'1 minute 30, condition nécessaire à la certification d'un avion commercial? En mars 2006, l'avenir de l'A380 se joue dans un hangar entièrement plongé dans le noir. On a fait une évacuation simulée à Hambourg, dans le fief allemand de Airbus. On a rempli l'avion de passagers fictifs, de passagers aux profils différents. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, etc. Ces passagers, tout comme l'équipage, 873 personnes au total, ne connaissent pas l'appareil et n'ont pas répété l'exercice avant ce test décisif. On a lancé le signal, feu, évacuation. Et les hôtesses et les stewards qui étaient là, bien formés, il faut dire, on virait tout le monde pour les toboggans. Et il n'y a pas eu de blessés, tout s'est bien passé en moins d'1 minute 30. Donc ça prouve que l'avion est bien conçu. Depuis, 160 appareils ont été mis en service et autant sont en commande. Les spécialistes estiment qu'il pourrait s'en vendre à terme 1 millier. En question technique du vol, on pourrait faire encore plus gros, mais on arrive à une espèce de butée à cause du nombre de passagers et puis du traitement de l'avion dans les aérogares. Embarquer sur un 380, il faut plus d'1 heure. Donc si on prend un avion qui est 2 fois plus gros, il faudra 2 heures. Donc on s'en sort plus, quoi. Pour continuer leur reconquête du ciel, c'est donc un nouvel avion plus petit que l'A380 que la France et ses partenaires viennent de concevoir. Produit à Toulouse, l'A350 utilise lui aussi des technologies qui allègent son poids et sa consommation. Il permet d'emmener 350 passagers avec plus de place pour chacun que dans les avions concurrents. Ce long courrier se lance sur un segment de marché estimé à 6000 appareils. Le premier a été livré début 2015 et 800 commandes fermes sont déjà enregistrées. Aujourd'hui, eh bien, on a l'Europe, et la France dans l'Europe est beaucoup plus bénéficiaire. Il vaut mieux partager d'abord les connaissances, les risques financiers, et puis partager aussi les forces de vente. Avec cette alliance européenne, patiemment, méthodiquement, la France a su revenir au plus haut niveau de l'aéronautique mondiale et retrouver la place qu'elle avait perdue avec la guerre.